début du XXe siècle, l'Empire britannique était la première puissance mondiale, avec environ un quart de la population mondiale sous son contrôle. Il s'étendait sur environ 22% des terres. En conséquence, son influence dans les domaines politiques, du droit, de la linguistique et de la culture était colossale. Depuis le milieu du XIXe siècle, la Grande-Bretagne appliquait une politique dite de splendide isolement, qui impliquait trois grands principes en politique étrangère. Le premier est le refus de toute alliance conclue en temps de paix qui pourrait la contraindre à faire la guerre. Le second, le Royaume-Uni respecte les régimes existants et n'intervient pas dans les affaires intérieures des autres États. Quant au troisième principe, il stipule qu'une hégémonie d'un pays sur le continent européen doit être évitée, car elle mettrait en danger la suprématie anglaise. Au début du XXe siècle, l'idée selon laquelle le Royaume-Uni ne sera bientôt plus capable de défendre la métropole et l'intégralité de son empire tout en maintenant la politique de splendide isolement gagne du terrain. L'Allemagne se développe rapidement à la fois sur le plan militaire et industriel. Elle est considérée par l'élite impérialiste britannique comme le probable adversaire lors d'une future guerre. De plus, le Royaume-Uni se sent menacé par la marine allemande qui, bien qu'inférieure en tonnage, peut concentrer ses forces car elle n'a pas à défendre un immense empire colonial. Par conséquent, pour préserver ses intérêts et ses ambitions, la Grande-Bretagne formera une alliance avec le Japon en 1902 et avec ses anciens ennemis, la France et la Russie, respectivement en 1904 et 1907. Le 22 janvier 1901, la reine Victoria décède. Son fils Édouard VII, qui lui succède, aura attendu l'héritage de la couronne britannique pendant près de 60 ans. Durant le long règne de sa mère, il fut largement mis à l'écart des questions politiques et personnifia la riche élite aristocratique britannique. L'époque édouardienne, qui commence, s'étendra jusqu'en 1910. Elle connut d'importants changements technologiques et sociaux. Édouard VII jouera un rôle actif dans la modernisation de la flotte et la réorganisation de l'armée de terre après la Seconde Guerre des Boers. Il développa de bonnes relations entre le Royaume-Uni et les autres pays européens, et en particulier la France, où il venait séjourner fréquemment. Les finances d'Édouard VII étaient gérées grâce au conseil de la famille Rothschild. Les Rothschild étaient eux-mêmes liés au groupe d'influence pour la domination anglo-saxonne, fondé par Rhodes et dirigé depuis Londres par Lord Alfred Milner. À une époque où l'antisémitisme était répandu, Édouard VII s'attira les critiques liées à ses amitiés publiques avec les Rothschild. Édouard VII, par sa mère qui eut 9 enfants, était apparenté à presque tous les autres monarques européens. Il fut surnommé l'oncle de l'Europe. Ses mauvaises relations avec son neveu, Guillaume II, exacerbèrent néanmoins les tensions entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Depuis quelques décennies, l'Angleterre s'inquiète de l'expansion de la flotte militaire russe en mer Noire. Il y a un risque de voir la Russie prendre le contrôle du détroit du Bosphore et ainsi occuper la partie est de la Méditerranée, qui est le chemin de passage pour l'Inde via le canal de Suez. D'autre part, l'Angleterre s'inquiète de l'expansion russe en Chine et dans la zone au nord de l'Inde. De plus, elle souhaite limiter la pression coloniale française en Afrique et en Asie du Sud-Est. Pour contrer ces menaces, les décideurs britanniques poursuivent un double objectif.
Tout d'abord, se rapprocher du Japon et de la France. Ensuite, rechercher un accord de partage de pouvoir avec la Russie qui permette d'alléger la pression sur les régions périphériques de l'Empire britannique. Ces orientations visant à protéger l'empire colonial seront dans un premier temps à l'origine de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Ce rapprochement ne s'affiche pas comme une alliance militaire contre la Triplice, l'alliance des empires centraux européens. À la fin de l'été 1901, dans les Balkans, un complot militaire contre le couple royal de Serbie s'organise autour d'un jeune et brillant lieutenant de l'armée serbe qui jouera un rôle important dans les événements de juillet 1914. Son nom est Dragutin Dimitrijević, surnommé Apis, le dieu taureau. Il est fait pour le monde des complots politiques. Secret jusqu'à l'obsession, entièrement voué à sa carrière militaire et politique, impitoyable dans ses méthodes, Apis est d'un sang-froid absolu dans les moments de crise. Il est aussi capable de se faire des disciples et de les entraîner dans l'action. Le 31 mai 1902 se termine la Deuxième Guerre des Boers. Les Boers étaient les descendants des premiers colons d'origine néerlandaise, allemande et française, arrivés en Afrique du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle. Avec la découverte de l'or au Transvaal, des milliers de colons arrivèrent de la colonie britannique voisine du Cap. Les colons britanniques dépassaient rapidement en nombre les Boers sur les gisements d'or. Les Boers, agacés par la présence des Britanniques, leur refusèrent le droit de vote et taxèrent lourdement l'industrie aurifère. En réponse, les colons britanniques exercèrent une pression sur les autorités de Londres en vue d'obtenir le renversement du gouvernement Boer. À la fin du second conflit gagné par les Britanniques, les deux républiques Boer, l'État d'Orange et la République sud-africaine du Transvaal, perdent leur indépendance. Elles furent intégrées à l'Empire jusqu'à la création en 1910 de l'Union d'Afrique du Sud. Le soutien de l'Allemagne à la population Boer, et en particulier le télégramme envoyé lors du premier conflit par Guillaume II au président Boer Paul Kruger, laissera des traces dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Inquiet de la montée en puissance de l'Allemagne, une rhétorique anti-germanique s'installe en Angleterre. De futurs ministres, généraux, journalistes et autres personnages britanniques importants ont combattu les Boers. Plus ou moins liés au groupe d'influence fondé par Rhodes et piloté par Lord Milner, ils n'auront de cesse jusqu'au conflit de 1914 d'orienter la politique britannique vers une réduction de l'influence de l'Allemagne. Ils pousseront l'Angleterre à sortir de son splendide isolement. Ils vont tisser des liens étroits avec des décideurs germanophobes russes et français. Alors qu'elle est engagée dans la triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le 10 juillet 1902, l'Italie signe avec la France des accords secrets. Profitant de l'affaiblissement de la présence de la Turquie en Afrique du Nord, les deux pays s'engagent à respecter la liberté d'action de chacun dans cette région. En Libye pour l'Italie, au Maroc pour la France, qui est déjà présente en Tunisie. Suite à cet accord, l'Italie gardera sa neutralité en cas d'agression directe ou indirecte de l'Allemagne contre la France. La Russie et l'Angleterre n'empêcheront pas non plus la liberté d'action de l'Italie dans cette région. Cet accord affaiblit la Triple Alliance. Dans les années 1804 à 1835, à la suite d'un premier et d'un second soulèvement, la Serbie se libéra progressivement du contrôle de l'Empire ottoman, devenant une principauté autonome dirigée successivement par les familles rivales des Obrenović et des Karađorđević. La famille des Obrenović était pro-autrichienne, tandis que les Karađorđević étaient pro-russes. Souhaitant poursuivre la politique d'amitié avec la double monarchie austro-hongroise, le roi Alexandre Ier peut compter sur le soutien de son voisin pour protéger sa couronne, le rendant ainsi dépendant de ce dernier. Cette dépendance croissante du pays face à son puissant voisin
devient un sujet de mécontentement dans les milieux nationalistes et militaires serbes. L'assassinat du couple royal serbe Alexandre Ier et son épouse Draga le 28 mai 1903 fut perpétré par des conspirateurs qui tous appartenaient à l'armée. Ils étaient dirigés par le capitaine Apis lui-même, soutenu par la Russie, et par le chef de la société secrète familièrement désigné sous le nom de Man Noir. Kao što vidite, gospodo, ovde nema ničega. Ja sam rekao da u ovom dvoru nema tajnih prolaza. Vidjet ćemo, Lazo, vidjet ćemo. Hajde dalje. Kao što vidite, rekoh, nema ničega. Dalje, Lazo. Ovde sam i ormane pregledao. Lazo, vreme ističe. Reci gde su. Gospodine kapetane, ja tvrdim da u ovom dvoru nema tajnih prolaza i tajnih odaja. Ovdje ima nečega. Ovdje su vrata. U redu, gospodo. Ovde je vaš Laza. Otvorite vašim oficirima. Mogu li računati na zakletvu mojih oficira? Svakako. Smrt tiranima! Više tiranina! Mrtvi su oboje! Srbiji je stigla sloboda! Gde su? Da ih vidimo! Evo tiranina! Donesite ih! Donesite ih! Evo tiranina, evo! Evo tiranina! Živeo kralj Petar Karađorđević! Živeo! Le 6 juin, l'Assemblée nationale serbe désigna le pro-russe Pierre Karađorđević comme souverain, qui montera sur le trône sous le nom de Pierre Ier. Ayant servi dans sa jeunesse dans la Légion étrangère française, opposant de la politique balkanique menée par les Autrichiens et les Allemands, Pierre Ier se tourne vers la France et la Russie, à la différence des derniers souverains de la dynastie rivale. Après le coup d'État, la vie en Serbie continuera comme à son ordinaire, avec cependant, suivant la volonté de Pierre Ier,
l'installation d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique qui fera souffler un vent de liberté sur la Serbie. Le 1er avril 1903, Édouard VII, roi d'Angleterre, vient en visite officielle à Paris. Suite à la guerre des bourgs, l'ambiance à l'arrivée est un peu fraîche. Cependant, Édouard VII a de l'affection pour l'Hexagone. Dans sa jeunesse, en tant que prince de Galles, il y a séjourné, fréquentant les théâtres et les cabarets. Il apprécie son art de vivre, sa culture et la vie parisienne à laquelle il s'est souvent mêlé. Il arrive en France, prêt à faire des efforts pour œuvrer à un rapprochement franco-britannique. Coup de chance, le nouveau secrétaire au Foreign Office, Lord Lansdowne, est français par sa mère. Ces liens en font un chaud partisan d'une entente avec Paris. Au moment où Édouard VII quitte la capitale française, c'est une foule transformée et enthousiaste qui salue celui que la presse populaire appelle maintenant pompeusement le tsar de toutes les Angleterres. Quelques semaines plus tard, le président de la République, Émile Loubet, se rend à Londres accompagné du ministre français des Affaires étrangères, Théophile Delcassé. L'objectif est de parler politique, rapprochement et règlement des questions épineuses. L'accueil du peuple anglais est chaleureux, les difficultés s'aplanissent, l'entente cordiale est née, elle sera officialisée 1 an plus tard. Souhaitant prendre sa part de l'affaiblissement et du démantèlement prévisible de l'Empire ottoman, l'Allemagne a défini ce dernier comme une sphère d'intérêt politique, militaire et économique. En 1903, le chemin de fer est considéré comme un facteur géostratégique. Comme l'Angleterre qui prévoit une ligne reliant le Cap au Caire, ainsi que la France planifiant une liaison Dakar-Djibouti, l'Allemagne investit dans le développement d'une ligne permettant de relier Berlin à Bagdad et traversant l'Anatolie. Les Anglais s'inquiètent de la perspective que les Allemands puissent obtenir l'accès aux champs pétrolifères de l'Irak ottoman au moment où les bateaux de la marine britannique passent du charbon au pétrole. De même, les Russes craignent qu'une présence allemande ne remette en question leur mainmise sur le Caucase et le nord de la Perse. Le Royaume-Uni et la France signent le 8 avril 1904 une série d'accords bilatéraux que l'on désigne généralement sous le nom d'entente cordiale, afin de gérer au mieux leurs empires coloniaux respectifs sans risque de collision. La montée en puissance de l'Allemagne, notamment avec le développement d'une marine de guerre capable de menacer la suprématie navale britannique, inquiète fortement le Royaume-Uni. L'entente cordiale, qui n'engage pas militairement la Grande-Bretagne, marque cependant la fin de la neutralité britannique en Europe. Le 10 décembre 1904, Nicolas Pašić, leader du Parti radical populaire, devient le chef du gouvernement serbe. Nicolas Pašić jouera un rôle déterminant dans la vie politique serbe jusqu'en 1926. 11 ans plus tôt,
Il avait été éloigné de Belgrade et envoyé en tant que représentant extraordinaire de la Serbie à Saint-Pétersbourg. Très actif, il y crée les conditions d'un rapprochement entre le royaume de Serbie et l'Empire russe, considérant que la Serbie ne pourra s'émanciper de la tutelle autrichienne qu'avec l'aide de la Russie. En 1904, Édouard VII et ses partenaires influents de la direction des affaires étrangères britanniques décident de se rapprocher de la Russie. Ils établissent pour cela, lors de rencontres à Copenhague, des liens étroits avec le russe Alexander Izvolsky, qui deviendra plus tard ministre des Affaires étrangères. Une entente anglo-russe prend doucement naissance. Pour l'Allemagne, la guerre russo-japonaise de 1904-1905, ainsi que l'agitation existante due à la première révolution de 1905, éliminent à court terme le danger russe. À l'été 1904, les services du Grand État-major général de Berlin, chargés d'évaluer les armées adverses, estiment qu'il n'y a pas de risque d'une guerre simultanée sur deux fronts. La France, par sa structure républicaine, par la rapidité de son réarmement, par son niveau de mobilisation, par ses idées revanchardes, par son potentiel colonial, demeure le risque militaire principal de l'Allemagne. Il faut expulser la France du cercle des grandes puissances. En conséquence, les idées maîtresses en 1905 pour cette version du plan élaboré par le chef d'état-major von Schlieffen consiste à concentrer le gros des armées allemandes le long des frontières occidentales du Reich et n'assurer qu'une protection minimale à l'Est face aux dangers russes. Le plan prévoit d'attaquer la France à travers le Luxembourg et la Belgique pour contourner par le nord toutes les forces françaises massées le long de la frontière franco-allemande, en Lorraine et en Alsace. Puis il prévoit de faire pivoter l'aile droite allemande vers le sud pour prendre Paris et enfin encercler les troupes françaises. Ce plan implique l'obtention d'un droit de passage par la Belgique ou, à défaut, le passage en force avec violation de la neutralité belge. Succédant début 1906 à von Schlieffen comme chef du Grand État-major, Helmut von Moltke reprendra ce plan tout en l'adaptant légèrement au nouveau contexte politique jusqu'en 1914. La capitulation française devait être obtenue en une quarantaine de jours, ce qui laissait le temps pour ensuite se retourner contre la Russie si nécessaire. La philosophie militaire dominante dans tous les pays à cette époque était l'offensive à tout prix, permettant d'emporter rapidement la bataille décisive. En 1905 survient la crise de Tanger. Cette crise oppose principalement la France et l'Allemagne au sujet de la colonisation du Maroc. Elle sera réglée, dans un premier temps, par la conférence d'Algésiras et la démission, à la demande de l'Allemagne, du ministre français des Affaires étrangères Théophile Delcassé, l'artisan de l'entente cordiale avec le Royaume-Uni. Cette crise est provoquée par un discours de l'empereur Guillaume II à Tanger le 31 mars 1905, au cours duquel il s'oppose à l'instauration de ce qui commence à ressembler à un protectorat de la France sur le Maroc. Guillaume II exige un État libre et indépendant afin de maintenir présents les intérêts allemands. Cette crise marque fortement la volonté d'ingérence de l'Allemagne dans les affaires coloniales des autres pays. Contrairement aux vœux de l'Allemagne, la crise n'est pas résolue par une négociation bilatérale avec la France, mais par la conférence internationale d'Algésiras, au cours de laquelle le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie donnent raison à la France. Elle contribue à la tension qui mènera jusqu'à la Première Guerre mondiale et sera suivie de la crise d'Agadir en 1911. Le 24 juillet 1905, le Kaiser Guillaume II, à sa demande, rencontre à Björkö, à la limite de la Finlande, son cousin le tsar Nicolas II de Russie. Il convainc ce dernier de signer un accord secret de défense mutuelle.
Nous sommes en pleine guerre russo-japonaise et la Russie est affaiblie militairement. La Grande-Bretagne soutient le Japon et la France adopte officiellement une attitude neutre. Ce pacte dirigé contre la Grande-Bretagne, éternel adversaire dans le grand jeu colonialiste en Asie, vise aussi à affaiblir la relation entre Russes et Français. Le pacte, qui ne sera jamais appliqué, est rapidement remis en cause par les ministres russes favorables au maintien de l'alliance avec la France. En effet, il apparaît rapidement que les échanges informels entre monarques n'ont plus le même poids dans la gestion de la politique étrangère des grands États européens. L'empereur de Russie, non vraiment convaincu par cette alliance, se range rapidement à l'avis de ses ministres, provoquant la consternation du Kaiser. Ainsi, le 23 novembre 1905, Nicolas II écrit à Guillaume II pour dégager sa signature du texte auquel il avait souscrit quelques mois plus tôt. Face aux menées allemandes, symbolisées par la diplomatie personnelle voulue par Guillaume II, les Français et les Britanniques vont resserrer les liens qui les unissent à la Russie. Commencée en février 1904, la guerre russo-japonaise, qui voit la victoire du Japon, se termine le 5 septembre 1905. Sur le plan militaire, ce conflit préfigure les guerres du XXe siècle par sa durée, 1 an et demi, par les forces engagées, sans doute plus de 2 millions d'hommes au total, par les pertes, 156 000 morts, 280 000 blessés, 77 000 prisonniers, ainsi que par l'emploi des techniques les plus modernes de l'art de la guerre, logistique, lignes de communication et renseignement, opérations combinées terrestres et maritimes, durée de préparation des engagements. Sur le plan politique, l'affrontement trouve son origine dans l'opposition directe des impérialismes japonais et russes. La Russie a pour objectif stratégique d'obtenir un accès permanent à l'océan Pacifique ainsi que l'annexion de la Mandchourie et de la Corée. La démarche propre de l'Empire du Soleil levant consiste à préserver son indépendance et ses intérêts face aux impérialismes européens de plus en plus présents dans la région. Le Japon veut aussi s'affirmer et se faire reconnaître en tant que puissance régionale à part entière, c'est-à-dire comme un acteur développant sa propre stratégie impériale et coloniale, notamment à l'égard de la Corée. C'est sur mer que les Japonais, avec les navires conçus par Émile Bertin, un ingénieur français, vont porter l'estocade aux forces militaires russes lors de la bataille de Tsushima en mai 1905. Bataille au cours de laquelle la flotte russe venant de la Baltique, composée de 45 navires, qui devaient secourir Port Arthur, est en grande partie envoyée par le fond. Ce conflit, excentré et exotique par rapport aux rivalités directes entre nations européennes, s'avère gros de conséquences pour l'avenir. Il voit l'entrée du Japon, mais aussi des États-Unis comme grande puissance présente en Asie. Le Japon devient la première nation non européenne à entrer dans le cercle des grandes puissances. Apparaissent aussi les premiers signes de vacillement de la Russie tsariste, et le constat de la faiblesse de l'appareil militaire russe dans la perspective des alliances européennes
en particulier de l'Alliance franco-russe.